Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la loge Propaganda Due P2. Propaganda Due ou P2 était une loge maçonnique dépendant du Grand Orient d'Italie de 1945 à 1976, puis une loge pseudo-maçonnique, également qualifiée de loge noire ou loge clandestine, dont l'existence était illégale au regard de la Constitution italienne interdisant les loges secrètes et l'appartenance des représentants de l'État à des organisations secrètes de 1976 à 1981. Durant les années pendant lesquelles la loge était dirigée par Licio Gelli, P2 a été impliqué dans plusieurs affaires criminelles italiennes, dont la faillite de la banque Ambrosiano, étroitement liée au Vatican, les assassinats du journaliste Mino Pecorelli et du banquier Roberto Calvi, et des affaires de corruption reliées au scandale des pots de vin de Tangentopoli. Les agissements troubles dans le cadre de la P2 ont commencé à être révélés au début des années 1980, avec les enquêtes sur la faillite de l'empire financier de Michel Sindona, un banquier lié à la mafia et au Vatican. La P2 a parfois été qualifiée d'État dans l'État, ou de gouvernement de l'ombre. La loge comprenait parmi ses membres des journalistes influents, des élus parlementaires, des industriels et des officiers militaires de haut rang. Les noms de Silvio Berlusconi, de l'héritier du trône d'Italie et des chefs des 3 branches des services secrets italiens, sont notamment apparus dans les listes de membres de la loge. En perquisitionnant la villa de Licio Gelli, la police a trouvé un document baptisé « Plan de la Renaissance démocratique » qui appelait à la concentration des médias, à la suppression des syndicats et à la réécriture de la Constitution de la République italienne. En dehors de l'Italie, la P2 a également été active en Amérique latine pendant la période de la guerre sale. Création. La loge Propaganda a été fondée en 1877 à Turin, sous le nom de Propaganda Masonica, propagande maçonnique. Cette loge était fréquentée par des politiciens et des hauts fonctionnaires de toute l'Italie qui ne pouvaient pas participer aux réunions de leur propre loge et incluaient des membres importants de la noblesse piémontaise. Cette loge n'était pas vraiment secrète, car des personnages éminents en faisaient partie comme Zanardelli, ministre de la Justice, ou le poète Carducci. La propagande entre guillemets de cette loge consistait à diffuser les valeurs maçonniques, progrès, laïcité et liberté, à travers les institutions politiques et citoyennes. Cette loge a été créée dans la mouvance insurrectionnelle de l'époque pour permettre que des frères comme Garibaldi échappent aux devoirs des maçons et puissent se réunir entre eux en dehors des temples et des rites maçonniques. Cette organisation élitiste, en dehors de la légalité maçonnique, ne communiquait pas toujours le nom de ses membres à l'obédience. Le nom a été changé en Propaganda Due après la Seconde Guerre mondiale, quand le Grand Orient d'Italie a numéroté ses loges. Dans les années 1960, la loge était moribonde, organisant peu de réunions. La loge originelle n'avait plus grand-chose à voir avec celle que Licio Gelli a développée après y être entré en 1966, 2 ans après avoir été lui-même initié comme franc-maçon. La franc-maçonnerie italienne avait été interdite par le régime fasciste de Benito Mussolini, mais a pu renaître après la Seconde Guerre mondiale dans l'Italie sous influence américaine. Cependant, sa tradition de libre pensée de l'époque du Risorgimento a été supplantée par un anticommunisme fervent. La progression de l'influence politique de la gauche à la fin des années 1960 a profondément inquiété les francs-maçons italiens. En 1971, Lino Salvini, le grand maître du Grand Orient d'Italie, la principale obédience maçonnique du pays, a confié à Licio Gelli la mission de réorganiser la loge P2. Gelli a récupéré une liste de membres dormants, des membres qui n'étaient plus invités à prendre part au rituel maçonnique, car la franc-maçonnerie italienne était sous la surveillance étroite des démocrates chrétiens au pouvoir. À partir de ces relations réactivées, Gelli a pu étendre son réseau à travers tous les niveaux de l'élite italienne. La radiation par le Grand Orient. Le Grand Orient d'Italie a prétendument radié la loge P2 en 1976. En 1974, il avait été proposé en interne d'effacer la P2 de la liste des loges maçonniques du Grand Orient, et cette décision a été acceptée à une écrasante majorité. Cependant, en 1975, le Grand Maître a émis un mandat pour une nouvelle loge P2. Le Grand Orient a suspendu et non radié la loge à la demande de Gelli en 1976. Gelli était toujours actif dans les instances nationales du Grand Orient 2 ans plus tard, finançant l'élection du Grand Maître. En 1981, un tribunal maçonnique a décidé que le vote de 1974 signifiait que la P2 avait cessé d'exister
et que la loge de Gelli était depuis tout ce temps illégale. Révélation. La loge P2 a été découverte par les procureurs enquêtant sur le banquier Michel Sindona sur la faillite de sa banque et ses liens avec la mafia. Une liste de membres de la loge a été découverte dans la villa de Gelli à Arezzo lors d'une perquisition en mars 1981 et contenait 962 noms, parmi lesquels d'importants représentants de l'État, plusieurs grands officiers militaires dont les chefs des 3 branches des services secrets italiens. Le futur président du Conseil, Silvio Berlusconi, qui n'était pas encore entré en politique, était sur cette liste. Victor Emmanuel, le fils du dernier roi d'Italie, y figurait également. Le président du Conseil, Arnaldo Forlani, dont le chef de cabinet était lui-même un membre de la P2, a nommé une commission d'enquête parlementaire présidée par la démocrate chrétienne indépendante Tina Anselmi. Néanmoins, en mai 1981, Forlani a été obligé de démissionner, le scandale ayant causé la chute de son gouvernement en éclaboussant plusieurs membres des partis au pouvoir, dont Démocratie chrétienne et le Parti socialiste italien, PSI. En juillet 1982, de nouveaux documents ont été découverts cachés dans le double fond d'une mallette appartenant à la fille de Gelli à l'aéroport de Rome Fiumicino. Les 2 documents étaient intitulés Memorandum sulla situazione italiana, Mémorandum sur la situation italienne, et Piano di Rinascita Democratica, plan de renaissance démocratique, et ont été considérés comme les programmes politiques de la P2. Selon ces documents, les principaux ennemis de l'Italie étaient le Parti communiste italien, PCI, second parti politique italien en nombre de voix, et les syndicats. Ils devaient être isolés, et la coopération avec les communistes, qui avait été proposée dans le compromis historique d'Aldo Moro, assassiné par les Brigades Rouges en 1978, devait être empêchée. L'objectif de Gelli était de former une nouvelle élite politique et économique pour diriger l'Italie dans une forme de démocratie de droite et autoritaire, guidée par une préoccupation anticommuniste. La P2 défendait un programme de vaste corruption politique. Les partis politiques, les journaux et les syndicats peuvent être les objets d'éventuelles sollicitations qui pourraient prendre la forme de manœuvres économiques et financières. La mise à disposition de sommes n'excédant pas 30 à 40 milliards de lire devrait être suffisante pour permettre à des hommes soigneusement choisis, agissant de bonne foi, de conquérir des positions clés pour un contrôle global. L'influence de la P2. Les opinions divergent sur l'influence et la portée de la P2. Certains commentateurs perçoivent la P2, dans le contexte des années de plomb en Italie, comme un gouvernement de l'ombre réactionnaire prêt à renverser le pouvoir en cas de victoire électorale du PCI. D'autres pensent que ce n'était rien de plus qu'une sordide association de personnes avides de pouvoir et désireuses de faire progresser leur carrière en tissant un puissant réseau. Quoi qu'il en soit, la P2 a été impliquée dans nombre de scandales et d'affaires mystérieuses en Italie. La prise de contrôle du Corriere della Sera. En 1977, la P2 a pris le contrôle du Corriere della Sera, le plus important quotidien italien. À l'époque, le journal était dans une période de difficultés financières et n'arrivait pas à se faire prêter de l'argent par les banques, car son rédacteur en chef, Piero Ottone, était considéré comme hostile au Parti démocrate chrétien au pouvoir. Le propriétaire du journal, la maison d'édition Rizzoli, a conclu un accord avec Gelli. Ce dernier a procuré les fonds nécessaires au redressement du quotidien via la Banque du Vatican dirigée par Paul Marcinkus. Ottone a été licencié et la ligne éditoriale du Corriere a viré à droite. Le journal a publié un long entretien de Licio Gelli en 1980. L'entretien a été mené par l'animateur de débat télévisé, Maurizio Costanzo, dont l'appartenance à la P2 a été découverte plus tard. Gelli a affirmé à cette occasion qu'il était favorable à la réécriture de la Constitution italienne, en s'inspirant du système présidentiel de la Ve République française. Quand Costanzo lui demande ce qu'il avait toujours voulu être, il répond « un marionnettiste ». Le massacre de Bologne et la stratégie de l'attention. La P2 a été accusée d'avoir participé, aux côtés du réseau Gladio, à la stratégie de l'attention. Selon les termes d'un rapport parlementaire rédigé en 2000 par la coalition de l'Ulivo, elle visait à empêcher le Parti communiste italien, et dans une moindre mesure le Parti socialiste italien, d'accéder au pouvoir exécutif. Les membres de la P2, Licio Gelli et le chef des services secrets Pietro Musumeci, ont été condamnés en dernière instance en 1995 pour avoir tenté d'entraver l'enquête de police sur l'attentat de la gare de Bologne, qui a tué 85 personnes et en a blessé plus de 200, le 2 août 1980. Selon le journaliste Fabrizio Calvi, après l'enlèvement et l'assassinat du président de la démocratie chrétienne Aldo Moro, Licio Gelli rédige lui-même les rapports signés par le chef du SISD, Italie, le général Grassini, et oriente l'enquête de ses services secrets. De même,
il lance les services secrets sur la trace d'une fantomatique organisation internationale après l'attentat qui a fait 85 morts à la gare de Bologne le 2 août 1980. Toujours selon Fabrizio Calvi, l'acte fondateur de l'Icio Gelli a été l'obtention des archives du SISMI, les services secrets militaires. Il serait ensuite devenu le véritable chef occulte des services du renseignement italien, obtenant notamment la nomination du général Vito Michelli à la direction du SID au début des années 1970, et ceci grâce à l'aide de 2 membres du P2, la secrétaire et le frère du ministre de la Défense Mario Tanasi. En 1978, tant le général Grassini, chef du SISD, service secret du ministère de l'Intérieur, que Santo Vito, chef du SISMI, ou le préfet Pelosi, chef du SESIS, qui coordonne les 2 services, sont membres de la loge. Gelli aurait disposé d'un pouvoir tel qu'il aurait pu décider de promotion et de nomination à l'intérieur du SISMI et du SISD. Il aurait ainsi nommé le général Pietro Musumeci comme chef du bureau de contrôle et de sécurité du SISMI, malgré le fait que bien d'autres pouvaient prétendre à ce poste. En revanche, pour Gabriele Adinolfi, qui a consacré plusieurs ouvrages sur les années de plomb, la Loggia P2 n'avait pas de stratégie politique propre, si l'on accepte la gestion du pouvoir en tant que tel. Son anticommunisme est davantage une légende qu'autre chose. Pour preuve, en 1977, quand elle prend la direction des services secrets italiens, ses dirigeants sont choisis en accord avec le Parti communiste. Le scandale Banco Ambrosiano. La loge P2 est devenue la cible d'une attention particulière dans le cadre de la faillite de Banco Ambrosiano, l'une des principales banques de Milan, possédée en partie par la Banque du Vatican, et de la mort suspecte en 1982 de son président Roberto Calvi à Londres, qui a d'abord été considéré comme un suicide, avant qu'il soit établi qu'il s'agissait en fait d'un assassinat maquillé. Certains journalistes ont suggéré qu'une partie des fonds issus de la banque a été récupérée par des membres de P2. Le compte Protezione. L'un des documents retrouvés en 1981 chez Gelli mentionnait un numéro de compte bancaire baptisé Protezione, protection, enregistré à la banque suisse UBS à Lugano. Il décrivait un paiement de 7 millions de dollars de la part du président de la compagnie pétrolière ENI, Florio Fiorini, via Roberto Calvi, au dirigeant du PSI Claudio Martelli, pour le compte de Bettino Craxi, président du Conseil socialiste, de 1983 à 1987. L'ampleur exacte des paiements est devenue claire 12 ans plus tard, en 1993, avec les enquêtes de l'opération Manipulite, main propre, dévoilant un immense système de corruption politique. L'argent était censé être un renvoi d'ascenseur pour un prêt que les dirigeants socialistes avaient arrangé pour renflouer Banco Ambrosiano. Des rumeurs selon lesquelles le ministre de la Justice Claudio Martelli était lié à ce compte bancaire avaient circulé dès l'apparition de la P2 dans les dossiers d'instruction. Il avait toujours fermement démenti ces allégations. Cependant, quand l'existence de ce lien a été formellement rendue publique, il a dû démissionner. Relations internationales. En dehors de l'Italie, la P2 était également très active en Uruguay, au Brésil et en Argentine pendant la période de la guerre sale. Licio Gelli insinuait fréquemment qu'il était un ami proche de Juan Perón. Raúl Alberto Lastiri, président par intérim de l'Argentine en 1973, était un membre de la loge, de même qu'Emilio Massera, membre de la junte militaire argentine, dirigée par le général Videla de 1976 à 1978, ainsi que José López Rega, ministre des Affaires sociales dans le gouvernement de Perón et fondateur de l'Alliance anticommuniste argentine, et le général Guillermo Suárez Mason. Organisation criminelle. La commission d'enquête parlementaire. La commission d'enquête parlementaire présidée par Tina Anselmi a conclu que la loge P2 était une organisation criminelle secrète. Des allégations de relations internationales clandestines ont été en partie confirmées. Il s'agissait principalement de relations avec l'Argentine et certaines personnes suspectées d'être liées à la CIA. Mais rapidement, un débat politique a pris le pas sur la partie judiciaire de l'analyse. Le rapport majoritaire indique que les activités de la P2 résultaient de la pollution de la vie publique de la nation. Elles visaient à altérer, souvent d'une façon décisive, le fonctionnement correct des institutions du pays en fonction d'un projet qui avait pour but de saper notre démocratie. Un rapport majoritaire rédigé par l'universitaire Massimo Teodori conclut que la P2 n'était pas seulement une excroissance anormale d'un système globalement en bonne santé, comme le supposait le rapport de la majorité, mais un symptôme inhérent au système lui-même. La nouvelle loi italienne sur les loges secrètes. Malgré leur interdiction sous le régime fasciste depuis 1925, les institutions maçonniques avaient été tolérées en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une loi spéciale avait cependant été promulguée pour prohiber les loges secrètes.
Le Grand Orient d'Italie, après avoir pris des mesures disciplinaires contre des membres ayant eu des relations avec la P2, a pris ses distances avec la loge elle-même. D'autres lois ont depuis interdit l'appartenance à des organisations secrètes pour certaines catégories d'employés de l'État, en particulier les officiers militaires. Ces lois ont été remises en cause par la Cour européenne des droits de l'homme. En se basant sur la jurisprudence d'une action en justice d'un officier de la Royal Navy britannique, la Cour européenne a établi l'illégalité, pour les membres de l'UE, de toute tentative d'interdire l'appartenance à la franc-maçonnerie à des officiers militaires, ce qui constituerait un manquement aux droits de l'homme. La liste de Gelli. La liste découverte dans la villa de Licio Gelli le 17 mars 1980 doit être considérée avec précaution, car elle est censée être une compilation de membres de la P2 et le contenu du carnet d'adresses Rolodex de Gelli. Beaucoup de ceux qui figurent sur cette liste n'ont apparemment jamais été sollicités pour faire partie de la P2, et il n'est pas possible de connaître le nombre exact de personnes sur la liste formellement initiée. Depuis 1981, certains d'entre eux ont pu faire valoir à la justice italienne qu'ils se sont tenus à l'écart de la P2. Le 21 1981, le gouvernement italien d'Arnaldo Forlani a publié cette liste, ce qui a provoqué le suicide d'un colonel et la tentative de suicide d'un dirigeant démocrate chrétien, la destitution des chefs des services de renseignement, la retraite anticipée de dizaines de banquiers et d'industriels, le licenciement de 5 directeurs de grands journaux et des centaines d'enquêtes de police portant sur des fonctionnaires. La commission d'enquête parlementaire présidée par Tina Anselmi a considéré que cette liste était fiable et authentique. Elle a décidé de publier cette liste dans son rapport final intitulé Relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica Propaganda 2. La liste compte 962 noms, dont celui de Gelli. Certains exégètes ont prétendu qu'au moins 1000 noms étaient toujours tenus secrets, car la numérotation des membres commençait avec le nombre 1600, ce qui pouvait laisser croire que la liste complète n'avait pas été trouvée. La liste comprend tous les chefs des services secrets italiens, 195 officiers des différentes armées militaires, 12 généraux des Carabinieri, 5 de la Guardia di Finanza, 22 de l'armée de terre, 4 de l'armée de l'air et 8 amiraux, ainsi que 44 députés ou sénateurs, 3 ministres, un secrétaire du parti politique, des magistrats, quelques préfets et commissaires, des banquiers et des hommes d'affaires, des hauts fonctionnaires, des dirigeants de la presse et de chaînes de télévision, et un dirigeant de la Banca di Roma, troisième banque du pays, ancien directeur général de la Banca Nazionale del Lavoro, la plus grande. Parmi les personnalités notables figurant sur la liste, Federico Carlos Bartfeld, futur ambassadeur d'Argentine en Yougoslavie, déchu en 2003 de son poste au gouvernement de Nestor Kirchner à la suite d'accusations d'implication dans la guerre sale, Silvio Berlusconi, homme d'affaires, futur président du Conseil, Roberto Calvi, surnommé le banquier de Dieu, Fabrizio Cicchitto, député du Parti socialiste italien, PSI, futur transfuge dans le parti Forza Italia de Berlusconi, Maurizio Costanzo, animateur de télévision populaire sur les chaînes de télévision de Berlusconi, Franco Di Bella, directeur du Corriere della Sera, commanditaire de l'entretien de Licio Gelli, Publio Fiori, membre de Démocratie chrétienne, cible d'un attentat des Brigades Rouges, futur ministre du parti Alliance Nationale dans le gouvernement Berlusconi, Orazio Giannini, général commandant la Guardia di Finanza de 1980 à 1981, qui, le jour de la découverte de la liste, aurait téléphoné au responsable policier de l'opération pour lui dire, selon le témoignage du responsable en question devant la commission d'enquête parlementaire, « Vous devriez savoir que vous avez trouvé des listes. Je suis sur ces listes. Faites attention, car il en est de même aux échelons les plus élevés. Prenez garde, vous allez être dépassé par tout cela. » Raphaël Giudice, général commandant la police financière, Guardia di Finanza, de 1974 et 1978, nommé par Giulio Andreotti, coupable de complicité de fraude fiscale pour un montant de 2,2 milliards de dollars avec le magnat du pétrole Bruno Muselli, Giulio Grassini, directeur du service des renseignements et de la sécurité démocratique, SISD, Pietro Longo, secrétaire national du Parti socialiste démocrate italien, PSDI, Guillermo Suarez Masson, général argentin condamné pour des crimes, torture, enlèvement commis pendant la guerre sale, Emilio Massera, membre de la junte militaire argentine dirigée par Jorge Videla de 1976 à 1978, Pietro Musumeci, directeur adjoint du service des renseignements et de la sécurité militaire, SISMI, Vito Michelli, directeur du service des renseignements opérationnels et situationnels, SIOS, arrêté en 1975 pour conspiration contre l'État dans le cadre de la stratégie de l'attention, futur membre du MSI, parti néofasciste, Carmine Pecorelli, journaliste controversé, proche des services secrets et maître chanteur, assassiné le 20 mars 1979,
qui avait établi des relations entre les lignes dans un article de mai 1978 entre l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro et l'opération Gladio. José López Rega, ministre argentin des Affaires sociales de 1973 à 1976 et fondateur de l'Alliance anticommuniste argentine, Angelo Rizzoli, éditeur propriétaire du Corriere della Sera, dit Angelone pour le distinguer de son grand-père Angelo Rizzoli, Giuseppe Santovito, chef des services de renseignement de l'armée, SISMI, Michel Sindona, banquier lié à la mafia, empoisonné en prison, Bruno Tassandin, directeur général du Corriere della Sera, Giovanni Torrisi, amiral et chef d'état-major de l'armée italienne, et bien d'autres membres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Cliquez sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications pour toutes les vidéos. Voilà, elle se situe, cette petite cloche, à côté du bouton s'abonner. C'est important, très important même, parce que si vous ne cliquez pas sur cette cloche, vous ne recevrez pas 100% des notifications. Et c'est d'autant plus important, étant donné le fait que YouTube essaye de limiter notre visibilité, et même notre rapport entre vous, abonnés, et moi, ils essayent de le limiter. Je vois bien qu'ils réduisent la portée de mes posts dans l'onglet communauté, ils les rendent moins visibles. Il y a certains d'entre vous qui me disent que leurs commentaires disparaissent ou qu'ils sont modifiés, etc. Et on avait vu avant qu'ils avaient la possibilité aussi de supprimer les likes, en plus de mettre des dislikes, etc. Donc vous voyez que c'est très important pour eux de nous censurer, de quelconque forme que ça soit. Donc nous, on va essayer d'optimiser notre visibilité, c'est très important. Une autre manière de faire ça, c'est un concept un petit peu inédit, créer une chaîne YouTube. Alors là, ne montez pas sur vos grands chevaux, mais chacun d'entre vous, mes 37 000 abonnés, vous qui êtes en face de votre écran, vous avez la possibilité, à partir du moment où vous avez un compte Google, et que vous pouvez mettre des commentaires sur les vidéos, mettre des likes, etc. Eh bien, c'est pas du tout quelque chose de compliqué de poster sa première vidéo. Ce tutoriel dont je vous ai mis une copie d'écran vous explique comment faire. Pourquoi c'est très important? Imaginez-vous, chacun d'entre vous, sur 37 000 personnes, prendrait le petit effort de poster des vidéos qui vont dans le même sens que ceux dont on parle sur cette chaîne. Eh bien, vous imaginez le nombre de personnes qu'on réussirait à influencer positivement et à aller contre cette censure. Par ailleurs, je vous autorise dès maintenant, je vous donne mon autorisation pour, si vous ne savez pas quoi publier, pour poster mes vidéos. Vous pouvez les réuploader sur votre chaîne si vous en avez envie, du moment que vous mettez le lien de ma chaîne dans la description ou dans les commentaires, et que vous gardez mon logo. Mais voilà, c'est très important, si vous partagez mon opinion, eh bien de partager un maximum ça sur YouTube et sur Internet en général, pour essayer de pallier à la censure qu'ils appliquent. Une autre chose très importante que vous pouvez faire est de partager quand une vidéo vous plaît, qu'elle vous semble importante, que vous pensez qu'elle peut convaincre ou influencer positivement un de vos amis ou un groupe Facebook ou autre. Eh bien, ici vous aurez le lien que vous pouvez mettre directement sur votre blog, sur votre site internet ou autre, ou sinon vous pouvez partager directement sur Facebook, Twitter, Google et autres, directement en cliquant sur l'onglet. Et si vous êtes connecté à votre compte, eh bien ça crée le post pour vous et vous pouvez partager. Je le redis parce que on n'y pense pas toujours à partager, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus important au fur et à mesure que ils essayent de nous censurer. Je voulais vous parler aussi du concept des 250 personnes de Joey Girard, qui est quelqu'un de très connu aux États-Unis. Il disait que chaque personne connaît en moyenne 250 autres personnes dans sa vie qu'elle peut influencer avec ses opinions et ses expériences. 250 personnes en moyenne. Il avait fait des statistiques là-dessus. Et vous imaginez la portée qu'on peut avoir si chacun d'entre nous
connaît 250 personnes et que chacune de ces autres personnes peut influencer à leur tour ou, on va dire, influencer ou... Oui, je trouve pas d'autres termes. D'autres personnes, vous imaginez 37 000 personnes fois 250, etc. On arrive à environ 7 millions, si je ne me trompe pas. 37 000 fois 250. On touche même 9 250 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Bon, alors ça c'est des chiffres, hein, mais en réalité, vous imaginez la portée qu'on peut avoir, et ça, tous les créateurs des réseaux sociaux et des plateformes du web, ils le savent très bien. C'est pour ça que la première chose qu'ils essayent de faire quand on les dérange, eh bien, c'est de limiter notre portée organique, de limiter notre visibilité, parce qu'ils savent très bien que ça peut faire l'effet boule de neige. Donc, voilà, encore une fois, c'est très important de partager, c'est une forme de soutien, hein, pour mon travail sur cette chaîne. Et encore une fois, je vous autorise à poster mes vidéos sur vos comptes, de les réuploader. Voilà, maintenant on en est à un point où il faut pas se laisser faire et il faut partager un maximum, ce qui nous semble juste, et voilà, essayer de se rapprocher de la vérité. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.